Bonjour, d'où vous soyez, je vous souhaite la bienvenue. Désolée, j'ai un peu d'ennui avec ma caméra. Elle semble s'allumer et s'éteindre de manière inopportune. Alors, merci, bienvenue à cette série Plein Feu. Alors, aujourd'hui, nous allons nous consacrer à un thème très important pour nous tous. Nous allons nous concentrer sur ce que nous apprenons en matière de reprise post-pandémie, de réaction à la pandémie et surtout les gens qui prodiguent des soins, c'est-à-dire le cœur des soins de santé et comment réagir à leurs besoins. Un petit rappel, pour commencer, j'aimerais souligner que personnellement, je vous proviens depuis le territoire non cédé de la population algonquine, dans l'endroit que nous appelons aujourd'hui Ottawa. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir y vivre. Et tandis que je me suis renseignée davantage sur les traditions ancestrales de cet endroit, j'ai appris que c'était un lieu de rassemblement, d'apprentissage, d'échange et de partage de connaissances. Et j'espère que aujourd'hui, de manière virtuelle, nous pourrons continuer sur cette lancée, sur ces traditions, en reconnaissant l'ensemble des territoires à partir desquels nous nous rassemblons ici, des territoires ancestraux où vivent les populations autochtones depuis des temps immémoriaux. Je vous demande donc de vous présenter dans la boîte de clavardage. Vous pouvez aussi indiquer quel est le territoire ancestral sur lequel vous vous trouvez pour être parmi nous dans ce grand cercle virtuel. Sur ce, je suis très heureuse d'amorcer ce webinaire. Alors, nos panélistes pourront peut-être allumer leur caméra car nous sommes sur le point de présenter l'ensemble de notre panel pour cette discussion plein feu et nous avons un panel formidable. J'attends avec impatience ce moment depuis des semaines. Nous avons une pré-rencontre et j'étais vraiment emballée par ce que nous avons abordé. Alors, je me réjouis de voir ce que vous aurez à dire. Nous avons des panélistes formidables qui sont parmi nous aujourd'hui pour cette conversation. Christina Kraus, peut-être agiter la main. Alors, Christina Kraus, qui nous provient de la côte ouest, est toujours le matin chez elle, directrice générale du BC Patient Safety and Quality Council. Et nous passons à l'autre bout du pays, Scott Malcolm, nouvellement promu à brigadier général. J'ai dû le noter, je ne connais pas très bien les grades. Alors, bravo pour cette promotion, Scott. Nous sommes très heureux que vous soyez parmi nous. Et enfin, Jillian Kernahan. Je suis très heureuse que vous soyez parmi nous. Jillian, vous avez le point de vue de la présidente et chef de la direction d'un grand organisme et donc vous avez dû relever de grands défis depuis quelques mois et je me réjouis de voir ce que vous aurez à dire pour l'avenir et le leadership de compassion pour l'avenir. Alors, nous avons trois panélistes formidables avec des points de vue extraordinaires à contribuer. Et nous allons commencer par une tournée en rafale. On veut que chacun des panélistes ait l'occasion de se présenter dans le détail et nous dire quel a été leur point de vue jusqu'à présent, c'est-à-dire comment perçoivent-ils le cœur des soins de santé, c'est-à-dire les gens, les ressources humaines en santé. Christina, je vous invite à commencer. Merci, merci infiniment. Très heureuse d'être parmi vous. Je suis Christina Kraus et je suis présidente et chef de la direction du BC Patient Safety and Quality Council et je vous proviens du territoire traditionnel et non cédé de la population autochtone de Kamloops où nous voyons les montagnes aujourd'hui, ce qui est emballant car nous avons été engloutis par de la fumée depuis quelque temps. Et d'ailleurs, vous savez peut-être que nous avons récemment connu une catastrophe. 90% de la communauté de Lytton a perdu son habitation, sa résidence dans le cadre d'un incendie de forêt. Et nous avons aussi identifié
la sépulture de centaines d'enfants d'un pensionnat local. Alors, il se passe beaucoup de choses ici, ainsi qu'ailleurs dans le monde. Et suite à la COVID et ce qu'on a vécu depuis le début de la COVID et maintenant avec les vaccins, on peut se tourner vers la suite des choses. On se demande quand est-ce que ça va cesser. Nous avons eu un dôme de chaleur. Nous avons eu 3 à 6 jours où il faisait plus de 45 degrés. Après la découverte de ces tombes, maintenant on a les feux de forêt, il y a des risques d'inondation et toujours la COVID. Alors pour moi, tandis que je pense à la qualité, je me demande comment établir le contexte pour réussir, c'est-à-dire pour prodiguer des soins de qualité aux patients et à leurs familles. Nous savons que l'énergie qu'on contribue au travail, mais aussi l'énergie de l'organisation fait une différence importante dans notre capacité à le faire. Alors, c'est ce que je me réjouis d'aborder aujourd'hui. Et merci à Excellence en Santé Canada de m'avoir invité. Alors, je vous cède à nouveau la parole, Jen. Merci beaucoup, Christina. Et merci d'avoir mis la table avec la réalité, ce qui nous entoure, car nous vivons tous une vie intégrale. Nous ne sommes pas un élément de notre vie. On doit contribuer notre vie intégralement à tout ce que l'on fait. Scott? Merci, Jennifer. Et merci à tous de me permettre de faire partie de cet illustre panel. Je vous proviens du territoire non cédé et ancestral d'Ottawa. Et d'ailleurs, je souhaite offrir mes sympathies à nos concitoyens autochtones qui vivent tragédie après tragédie depuis un moment, surtout avec les tombes sans nom, les pensionnats et d'ailleurs, comme toute l'équipe de la Colombie-Britannique, on a été saisis de ces difficultés. On est tous en prise de conscience de ce que cela représente pour nous. Et de mon côté, je suis dans ce qu'on appelle le 14e système de santé du Canada, c'est-à-dire qu'on prodigue des soins aux forces armées canadiennes ici au Canada, mais on offre aussi du soutien ailleurs, comme dans le cas des feux de forêt en Colombie-Britannique et les inondations au Yukon. Alors, je me réjouis aussi d'entendre ce qu'aura à dire le docteur Kernahan parce que j'ai un peu le rôle de PDG moi aussi dans mes nouvelles fonctions. Dans le cas de mes nouvelles fonctions, je vais surtout me concentrer sur la planification de la reprise et du redressement. Nous avons entendu ces termes qui sont un peu galvaudés et l'aspect de la reprise, à mon avis, se fera au niveau individuel. Et ce sera peut-être très difficile d'ailleurs pour nous de définir de quoi il s'agit. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire preuve d'un leadership compatissant, car nous allons devoir répondre aux besoins de chacun. Sur le plan du redressement, de la reconstitution, un terme utilisé peut-être un peu plus du côté militaire, nous le voyons de manière organisationnelle, c'est-à-dire que on le voit comme un réapprovisionnement d'équipements, mais je pense qu'il faut aussi comprendre, à la lumière de tous les défis que doit relever le personnel de santé, qu'il faut reconstituer l'effectif de santé. Il y a des personnes qui sont parties ou qui envisagent de partir. Il faut voir comment nous allons réaliser nos objectifs une fois qu'ils sont partis, c'est-à-dire comment se donner la place dans l'organisation pour permettre une reprise, pour que l'on puisse ensuite reconstituer nos forces et attirer des nouveaux venus dans l'effectif. Et certaines des choses qu'on envisage pour réaliser cet objectif, c'est entre autres l'optimisation des champs de pratique de l'ensemble des prestataires de soins en se concentrant sur l'utilisation des ressources au meilleur escient possible, car ces ressources sont rares. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire dans la pandémie, surtout dans notre réaction dans les établissements à soins de longue durée. Si
on avait compté exclusivement sur les médecins, ça aurait été insuffisant, mais nous avons pu déployer des hygiénistes dentaires, des dentistes, des infirmières, des techniciens en médecine de prévention. Nous nous sommes concentrés sur tout ce que l'on pouvait pour maximiser notre capacité. Alors, nous voulons effectivement planifier les effectifs selon les besoins. C'est ce qui nous permet d'envisager l'avenir de manière positive. Et d'ailleurs, nous avons été reconnus par les forces armées canadiennes pendant cette période. Évidemment, nous avons beaucoup parlé du stress vécu par l'effectif de santé, mais je pense que nous avons jeté les bases de la reprise. Et sur ça, il y aura une possibilité de changer nos façons de travailler. Une chose qu'on envisage de faire, c'est d'avoir une approche de partenariat, c'est-à-dire qu'on veut établir, nouer des liens de confiance dans les trois parties des soins, c'est-à-dire la chaîne de commandement, le patient et le clinicien. Alors, de nouveau, je me réjouis de pouvoir répondre à des questions et je suis très heureux de pouvoir partager le panel avec des dirigeantes aussi chevronnées. Merci, Scott. Nous apprécions beaucoup cette mise en bouche. Alors, Jillian, à vous, vous avez beaucoup de points de vue à contribuer, n'est-ce pas? Oui, merci, Jennifer. Je suis Jillian Kernahan et je vous proviens de London, en Ontario, qui est le territoire traditionnel non cédé des Adwandran, Anishinaabe, Haudenosaunee et Nunapaka. J'ai sans doute mal prononcé. Des personnes qui ont un lien avec ce territoire depuis le début des 30. Vous savez peut-être que nous avons vécu une tragédie récemment à London avec la communauté musulmane et cela a laissé une marque indélébile dans notre communauté car nous avons maintenant une notoriété bien malheureuse en raison de cet événement. Mon rôle comme présidente et chef de la direction du système de 4 hôpitaux de London et des communautés avoisinantes signifie 400 lits en soins de plus longue durée ainsi que des soins externes. Pendant la pandémie, j'ai eu la possibilité d'offrir un leadership régional. Nous avons 24 hôpitaux et 78 établissements de soins de longue durée. Et donc, il a fallu coordonner nos efforts en réaction à la pandémie, à la fois dans le secteur hospitalier et de soins de longue durée. Ce fut une expérience formidable. Cela m'a permis de voir comment nous pouvons travailler ensemble brillamment dans le besoin. En 5 minutes, tous les PDG de la région avaient demandé comment ils pouvaient mettre la main à la pâte. Et c'était formidable de voir une telle coordination. Pendant les 3 phases de la pandémie, il a fallu changer les structures de leadership dans la région pour réagir aux défis, car chaque vague avait un défi particulier et un impact singulier à la fois sur les gens qu'on sert, mais aussi les gens qui servent dans notre organisme et dans l'ensemble de la région. Et je crois que c'est l'apprentissage le plus important pour moi, c'est-à-dire que tout le monde a eu une expérience différente. Même au sein de notre organisme, nous avons des gens qui s'occupaient de personnes sur la première ligne qui étaient atteintes de COVID, d'autres personnes qui ont été redéployées ailleurs dans l'organisme pour réagir à la pandémie dans les établissements de soins de longue durée où 60 personnes ont été redéployées pour ne pas souffrir des catastrophes auxquelles l'équipe de Scott a dû réagir. Et nous avons redéployé des gens dans des organismes qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont dû s'ajuster. Et nous avions des dirigeants qui étaient sur appel 24 heures sur 24 pendant des mois et des mois et des mois. Et bien que le personnel pouvait rentrer chez eux à la fin d'un quart de travail, ce n'était pas le cas des dirigeants. Donc, il a fallu aussi reconnaître les défis qu'ont dû relever les dirigeants depuis de longs mois. Et ensuite, je pense aux besoins des clients, des patients, des résidents, quel que soit le titre qu'on leur donne. Ils ont vécu les choses bien différemment. Dans notre organisme également. Les choses étaient fermées, puis de nouveau ouvertes, puis de nouveau fermées. Les chirurgies étaient reportées, les proches aidants aussi m'ont
mari est patient dans un établissement de soins de longue durée. Il est atteint d'Alzheimer depuis 12 ans. Alors, je ne l'ai pas vu pendant des mois parce que, comme visiteur, je ne pouvais pas pénétrer dans l'établissement. Et donc, dès que nous avons pu euh, entrer dans ces établissements, on a vite voulu réintégrer les proches aidants dans l'équipe de soins. Alors, beaucoup d'expériences différentes dans la pandémie, oui, et le privilège de travailler avec beaucoup de gens qui ont réagi avec beaucoup de cœur aux besoins de l'ensemble de la population, des besoins criants depuis 15-16 mois. Merci beaucoup, Jillian. Alors, je me réjouis d'approfondir un grand nombre de ces sujets. Justement, je vous invite, je sais que certaines personnes se sont jointes à nous un peu plus tard. N'hésitez pas à vous présenter dans la boîte de clavardage pour qu'on sache qui est en ligne. Et si vous avez des questions ou des observations à tout moment, n'hésitez pas à les saisir dans la boîte de clavardage. C'est ici que nous prendrons les questions pour les adresser à nos panélistes. Mais comme animatrice, je vais commencer par poser les miennes. C'est peut-être injuste, mais c'est ainsi. Alors, Christina, je commence par vous. Je sais que vous et le conseil, vous parlez beaucoup d'énergie organisationnelle. Vous en parliez dans le cadre de votre introduction. Vous le faites depuis bien avant la pandémie et vous pensez souvent à la cadence des efforts déployés dans les organisations. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cela? Bon, alors j'étais en sourdine. Mes excuses. Alors, même pendant la première vague, et d'ailleurs, du point de vue de l'énergie, dans chacune des vagues, les choses étaient différentes. Dans la première vague, le nombre des cas n'était pas très élevé. Et j'ai entendu certaines personnes dire, ben, on ne voyait pas tant de gens dans le système. Donc, la charge de travail n'était pas énorme. Mais la peur de l'inconnu, le peur de le pays, savoir quoi faire sans avoir beaucoup de connaissances, cela sapait beaucoup d'énergie. Alors, c'est simplement que l'énergie était consacrée différemment à autre chose. Et dans la deuxième vague, en Colombie-Britannique du moins, on s'est concentré sur le rattrapage, les soins qu'on n'a pas prodigués dans la première vague. Vous savez, pendant l'été, les gens avaient pu sortir un peu plus. Ça a été une petite pause par rapport à la pandémie, mais les personnes qui travaillent dans le système n'ont pas eu cette pause. Et ensuite, on a eu la troisième vague. On avait plus d'informations, plus de connaissances, mais les volumes étaient plus élevés. Ensuite, on a eu un peu d'engouement pour les vaccins et on a été frappé par la troisième vague. Ça faisait déjà un an qu'on était en pleine pandémie. Et certaines choses me frappent. Nous tâchons d'être productifs pendant trop longtemps sans repos. Et la conséquence, c'est souvent le surmenage, l'épuisement professionnel. Et on a eu déjà des cas d'épuisement nombreux avant la pandémie. Alors, on amorçait la pandémie avec un épuisement déjà élevé. L'épuisement peut provenir de diverses sources. Ça peut provenir du genre du travail que l'on fait. C'est pas simplement de longues heures ou le fait qu'on ne dort pas suffisamment. Il y a une série de sources d'énergie qui nous alimentent, du sentiment d'avoir une raison d'être à son travail, le contenu du travail que l'on fait, c'est-à-dire que on aime ce qu'on fait, on se sent défié par ce qu'on fait, la source d'énergie intellectuelle, sociale, le lien avec les gens. Et j'ai entendu beaucoup de gens dire que porter un masque, ne pas pouvoir se rassembler avec ses collègues comme par le passé, on a perdu cette énergie sociale qui était un carburant pour nous. Donc, nous avons supprimé certaines sources de carburant et on avait une charge de travail accrue. Et la conséquence peut être grave. Souvent, lorsque les gens pensent au repos et au ressourcement, les gens se disent, bon, est-ce que je prends congé? Est-ce que je travaille de trop longues heures? Trop longues heures? Est-ce que je prends une pause déjeuner? C'est important, mais ça peut signifier aussi le type de travail que l'on fait. Vous savez,
Une chose qui m'a frappée, j'ai entendu les gens dire que beaucoup de gens ont dû changer de rôle. On a redéployé beaucoup de personnes dans d'autres emplois et ça, d'un point de vue à court terme, ça peut être emballant, ça peut être différent, mais ça peut devenir une nouvelle normale. C'est-à-dire que ça fait 18 mois que nous sommes dans cette pandémie et beaucoup de personnes ont changé de poste, mais ce n'est pas ce vers quoi ils se destinaient. Donc, ils n'ont plus la même joie au travail que dans leur emploi initial. Donc, il y a beaucoup de facteurs contributifs pour le moment qui conduisent à un épuisement. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que si on ne fait pas bien attention pour se reposer, mais aussi se remettre, c'est-à-dire le type de travail que l'on fait, comment on établit des liens sociaux, comment on envisage ces diverses sources d'énergie, il faut créer des sources de carburant plutôt que saper l'énergie. Et si on ne le fait pas, je pense qu'on aura des difficultés. Alors, de notre côté, on a mis de côté les initiatives d'amélioration de la qualité pour se concentrer sur la prestation de soins. Mais on peut, je pense, réduire la charge de travail en se disant pendant les 3 à 4 prochains mois, nous allons arrêter toute nouveauté pour se donner un peu plus de place. Et nous pouvons aussi envisager le type de travail que font les gens. Alors, il y a des moyens d'avancer, mais il faut voir ce qui contribue à l'épuisement. C'est pas simplement des longues heures. Je connais des gens qui n'ont pas eu de journée de congé depuis le début de la pandémie, surtout chez les hauts dirigeants. J'ai un collègue ici en Colombie-Britannique qui n'a eu qu'un jour de congé depuis le début de la pandémie. Alors, je pense qu'il faudra mieux comprendre d'où vient l'énergie au travail pour que l'on puisse alimenter ces sources d'énergie. Alors, j'espère que j'ai un peu fait le tour de la question. Eh bien, si vous permettez, je vais faire le lien vers Scott, car Christina, vous parliez du besoin d'avoir une raison d'être. Les militaires se sont toujours penchés sur les opérations pré, pendant et post de manière très réfléchie. Alors, peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots de votre point de vue. Et qu'est-ce qui a bien réussi? Merci, oui, Jennifer. Alors, comme employée du fédéral, je dois d'abord divulguer que les opinions que je suis sur le point de dévoiler sont les miennes et non pas celles des Forces armées du Canada ou du gouvernement du Canada. Et l'autre chose que je dois divulguer, c'est que la réaction à la pandémie est devenue une des forces de de notre organisation. Depuis le premier jour, nous sommes formés aux opérations d'urgence et c'est ainsi que nous avons entrepris la planification, même avant la première vague, avec la planification des vols de rapatriement pour les personnes qui étaient à Wuhan, en Chine, ou ce qu'on a fait dans les établissements de soins de longue durée, ou les efforts de vaccination et les autres soutiens que nous avons fournis à l'échelle nationale. Alors, qu'est-ce que ça signifie que nous sommes formés en matière d'opération? Eh bien, ça signifie que nous pouvons séparer cela des opérations routinières. Donc, d'entrée de jeu, c'est une opération à part. Le fait que je porte cet uniforme, bon, ça ne vous paraît peut-être pas énorme, mais c'est notre uniforme opérationnel. Et c'est le signal à tout le monde. Nous reconnaissons que c'est un moment unique. On reconnaît que ce n'est pas un moment normal et c'est ce qui nous a préparés à faire les choses différemment, c'est-à-dire pas de manière routinière. Alors, ce que l'on fait dans le cadre de ces opérations, c'est de créer des redondances en matière de leadership. Nous dépendons de personnes qui peuvent
reprendre les rênes, ce qui permet des périodes de repos, que ce soit des périodes de détente ou la possibilité, par exemple, de prendre une semaine de congé, simplement pour donner à chacun une pause mentale, physique ou les deux. Et lorsque nous sommes en opération, on se demande quelles sont nos mesures de réussite, quels seront nos critères de sortie. Alors, pas forcément des choses qu'on envisage de manière routinière tous les jours, mais ça change notre mentalité. Et pour les missions à l'étranger, on a des périodes de décompression. D'ailleurs, on se sert de cela pour les personnes qui sortent des établissements de soins de longue durée. Ça a été modifié parce que la quarantaine était exigée, mais c'est quelque chose qu'on a mis en place. Donc, pendant ces périodes de temps, on parle de la résilience mentale et on essaie de normaliser les sentiments au sortir d'un déploiement en établissement de soins de longue durée. Par exemple, on avait des soutiens psychologiques disponibles pour les équipes par l'entremise de travailleurs sociaux, entre autres. Et on a aussi prévu des congés annuels à la fin des missions et même pendant les missions. Et on insiste aussi sur certaines choses, c'est-à-dire que on insiste beaucoup sur la mise en forme. La santé physique, ce sont des choses qui font partie de notre ADN dans les forces armées, mais à mon avis, ça pourrait être partagé ailleurs. Je ne prétends pas que certaines personnes ne sont pas épuisées parce que mes subordonnés diraient que j'ai tort. Nous avons encore beaucoup à apprendre et ça a été un défi pour nous aussi. Mais avec l'approche fondée sur les besoins dont on s'est servi, ça nous a permis de quand même préserver les sources d'énergie. Et l'autre élément, c'est que nous avons été transparents d'entrée de jeu aux forces armées, mais aussi avec le gouvernement par rapport à ce qu'on pouvait et ce qu'on ne pouvait pas faire. Et je pense que au fil du temps, c'est ce qui nous permet de préparer le terrain pour se donner des limites, comme le disait Christina, des limites par rapport aux nouvelles initiatives qui pourraient nous être demandées pour qu'on ait cette période de redressement. Alors voilà, je m'arrête ici et je vous cède la parole, Jennifer. Merci, Scott. Peut-être qu'on peut passer à vous, Jillian. Scott a parlé du fait que, bon, ils font les choses différemment qu'en cas normal, en temps normal, c'est-à-dire ils portent l'uniforme. L'uniforme est peut-être différent, mais vous êtes assis ailleurs que normalement aussi. Alors, tandis que vous pensez au leadership de compassion en cette période, maintenant et à l'avenir. Et pour reprendre une des questions de la boîte de clavardage, qu'est-ce qui a changé sur le plan de votre approche de leadership ou qu'est-ce qui est en cours de changement? Lorsque je pense au leadership compatissant, il y a une phrase dans la première vague qu'on voyait beaucoup dans les médias sociaux. On disait, nous sommes tous dans la même tempête, mais nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Et quand je pense à cela et que je pense à notre personnel n'a pas vécu la pandémie de la même façon. Nous l'avons tous vécu, mais chacun l'a vécu différemment. Il y a des gens qui ont de jeunes enfants, qui devaient travailler depuis chez eux et qui devaient s'occuper des enfants. Il y a des gens qui ne pouvaient pas travailler depuis chez eux, qui avaient des jeunes enfants qui devaient se déterminer comment s'occuper d'eux parce que eux devaient aller au travail. Nous avions des personnes qui étaient redéployées. Il y a des gens qui ont refusé d'être redéployés, ils n'arrivaient pas à le faire. Et d'autres l'ont accepté, l'ont vu comme une possibilité de croissance. Et comme Christina le disait, comme dirigeant, dès qu'on essayait de prendre un jour de congé, quelque chose se produisait. Donc, on a eu très peu de congés. Je pense aux médecins aussi. Les médecins ont été, dans certains cas, très occupés et dans d'autres, très peu occupés parce que, par exemple, beaucoup de chirurgies étaient annulées. Donc, dans leur cas, le revenu ont diminué. On a des membres de la famille qui ont perdu leur emploi et devaient maintenant trouver un autre emploi ou s'occuper des enfants. Enfin, nous avons tous vécu la pandémie différemment et c'est le cas des patients aussi. Alors, les patients sont peut-être plus impatients que par le passé parce qu'ils sont
stressés, peut-être qu'on a annulé leur chirurgie 3 ou 4 fois et ils sont inquiets. Ils ne savent pas, par exemple, si leur cancer se propage tandis qu'ils attendent. Alors, un leadership compatissant signifie faire de la place pour partager son expérience. Alors, parmi d'autres choses, ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons créé un groupe de première ligne qui produisait, par exemple, un calendrier mensuel avec des concours, des prix. Beaucoup de membres du personnel s'y sont intéressés. On a, par exemple, demandé à chacun de présenter une photo de ce qui les réconfortait. Mais on a aussi mis au point un projet de résilience. On a demandé au personnel d'écrire, que ce soit de la poésie ou de la prose, et on a demandé à un expert de venir expliquer au personnel comment rédiger un récit. Alors, on a demandé aux membres du personnel de partager à ce projet où il était possible pour eux de partager leur expérience dans leurs mots. Et ce sera ensuite un livre ou un ouvrage virtuel pour essayer de partager l'expérience de chacun en cette période de pandémie. Et je pense que le leadership compatissant signifie permettre aux gens de raconter leur récit et de partager leur voix. Tandis que je pense à la reprise, je pense qu'il faut donner à chacun la place dont il a besoin. Et je pense qu'il faut donner aux gens le temps de récupérer. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir une ligne dure entre le travail et la vie personnelle. Et pendant la pandémie, on a perdu cette frontière. Et donc, je pense qu'il faudra la rétablir. Il faudra remettre en place ces frontières entre le travail et la vie personnelle. Et il faudra aussi donner la place aux gens. Et il faudra ne pas s'attendre à ce que les gens réagissent à nos courriels à toute heure du jour et de la nuit. Pour les leaders politiques en Ontario, il y aura une élection le printemps prochain et comme influenceur régional, j'ai voulu insister sur le fait qu'on ne devrait pas avoir d'attente dans les 2, 3 prochains mois d'augmentation des volumes. Ne cherchez pas à avoir les volumes d'avant la pandémie, avant l'automne, et ne vous attendez pas à avoir des nouvelles initiatives pour votre campagne électorale, parce que les gens ont besoin de récupérer sans un effectif qui s'est remis sur pied, on ne pourra pas prodiguer de soins. Il faudra remettre en place les volumes progressivement. C'est ça, à mon avis, le leadership compatissant, c'est la capacité de dire non et avoir le courage de ses convictions. C'est difficile parfois devant des dirigeants politiques, mais je pense que collectivement, il faut apprendre à dire non à des grandes initiatives et permettre aux gens de guérir, de récupérer et nous permettre de bien soigner les gens qui se tournent vers nous pour obtenir des soins. Merci beaucoup, Jillian. Voilà de sages conseils. Et d'ailleurs, c'est un excellent pont vers une autre question posée dans la boîte de clavardage. On demande, Christina, que vous nous donniez davantage d'informations sur les projets d'amélioration de la qualité que vous avez un peu mis sur la glace. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez mis sur la glace, mais que vous impatientez de réaliser dès que possible? Eh bien, je pense que Jillian l'a très bien dit. Il ne s'agit pas de ne pas faire de projets d'amélioration de la qualité. Il ne s'agit pas de ne pas les valoriser. Il ne s'agit pas non plus de les mettre de côté et de dire qu'ils ne se produiront pas. C'est simplement de dire qu'il faut le temps de récupérer. Et il n'est pas possible de récupérer quand on doit prodiguer des soins et qu'on nous demande de reconceptualiser les soins en même temps. Comme Jillian le disait, ça n'a pas besoin d'être bien long. Je pense que 3 à 4 mois, c'est faisable. On veut, pour le moment, simplement prodiguer des soins et
réajuster nos échéanciers pour les nouveaux partenariats, les nouvelles initiatives. Le défi, à mon avis, c'est d'équilibrer cela parce que, je l'évoquais, il y a divers types d'énergie. Le NHS a un modèle appelé Energy for Change que vous pourrez trouver en ligne. Il est question de 5 types d'énergie dans le contexte de la santé. Intellectuelle, et l'énergie intellectuelle, c'est l'énergie dont on se sert pour analyser les données probantes, toutes ces choses que l'on fait. Il y a le sentiment de raison d'être, l'aspect spirituel, donc ce que je valorise dans mon travail. Et en santé, on a vraiment cette raison d'être. On veut prodiguer des soins à des patients. C'est l'énergie physique évoquée par Scott, être capable de faire le travail, ça signifie dormir, bien manger, faire de l'activité physique. Mais il y a aussi l'énergie psychologique, et Jillian en parlait, où les gens ne se sentaient pas en sécurité dans leur milieu de travail. Ça, c'est un gros problème. Ça sape votre énergie. Et ensuite, l'énergie sociale. Et les gens en parlent dans l'environnement de la COVID. Étant donné qu'on porte un masque, on, on a difficile à établir, à nouer des liens avec des nouveaux patients. On a du mal à entretenir ces liens avec ses collègues. Mais la reconception, souvent, c'est une source d'énergie aussi. Donc, il faut s'agir à rééquilibrer le redémarrage de ces initiatives. On sait que les initiatives d'amélioration de la qualité se rattachent à toutes ces sources d'énergie, mais si on essaie de continuer tout simplement, et dans l'environnement de travail, on veut un équilibre entre l'énergie productive, c'est-à-dire vous travaillez fort, vous offrez des soins, vous faites votre travail, et l'énergie confortable, ça, c'est l'énergie plus faible, mais positive. Il faut un équilibre entre les deux. Si vous essayez d'être trop productif pendant trop longtemps, sans temps pour récupérer, vous allez vous épuiser. Et je vois de plus en plus de gens, on voit des gens qui changent de poste. Le nombre de personnes qui changent, le nombre de personnes qui changent de poste a augmenté beaucoup. On voit des gens qui décident de prendre une retraite anticipée, qui en ont assez. Et je vois une question de Heather sur le défi des ressources humaines en santé. On avait un problème de ressources humaines en santé avant la pandémie et la pandémie a exacerbé ce problème. Alors, je pense qu'en se donnant plus de place et en essayant de créer plus d'énergie positive, nous pourrons sortir de la crise. Donc, ma réponse est un peu longue, mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas mettre de côté carrément les projets d'amélioration de la qualité, mais il faut attendre de pouvoir les faire convenablement parce que ces nouveaux partenariats, ces nouvelles initiatives seront un élément essentiel de notre reprise. La reprise, à mon avis, doit être réfléchie. Il faut améliorer l'énergie sociale. Il faut nouer des liens avec les patients, entre collègues. Vous savez, le personnel administratif, par exemple, est tout seul. Le personnel clinique est ensemble, mais c'est différent parce qu'ils portent des masques, etc. Alors, il faut essayer de comprendre qu'il n'y a pas de méthode unique. Il faudra adapter la méthode selon le poste et selon la personne. Merci, Christina. Et Jillian, j'ai eu l'impression que vous aviez envie d'intervenir. J'ai raison? Oui. Je voulais simplement dire que nous venons de rafraîchir notre plan stratégique. Et les gens vont peut-être se dire, c'est un drôle de moment de revoir son plan stratégique, mais on devait se tourner vers l'avenir. Et il a fallu vraiment de l'énergie positive, mais nous avons procédé avec doigté. Nous avons dit très peu de choses nouvelles. Il s'agit de pérenniser le travail entamé et des choses qu'il a fallu ralentir, mettre de côté, comment ne pas perdre notre élan carrément. Et par ailleurs, certaines parties de l'organisme n'ont pas été durement touchées par la pandémie. Ils avaient un niveau d'énergie différent des parties de l'organisme qui avaient été touchées durement. Donc, on a regardé les initiatives de la qualité qui emballaient ces équipes et on s'est dit, bon,
vous ne dépendez pas des personnes qui ont besoin de récupérer. Alors oui, nous allons l'inclure dans les priorités stratégiques de l'année. Mais il s'agissait d'évaluer la capacité et ce n'est pas le même niveau pour tout le monde. Vous savez, chaque initiative a ses paramètres singuliers. Il est possible que vous ayez de la capacité, mais que les personnes qui doivent vous soutenir dans votre initiative n'en ont pas. Donc, il faut être sensible à cela, que certaines personnes ont vécu la pandémie différemment. Donc, nous avons procédé avec doigté, je le disais, selon la capacité de l'ensemble des personnes qui devaient être derrière cette initiative pour qu'elle avance. Alors, c'est l'autre chose à garder à l'esprit. Oui, c'est un bon rappel, Jillian. La taille unique ne convient pas du tout pour le moment. Scott. Oui, justement, pour rebondir sur le même thème, nous avons entendu un de nos techniciens médicaux dire que du point de vue de la rétention, pour eux, c'était important d'améliorer leur champ de pratique. Alors, dans ce cas-là, ça s'aligne un peu sur les efforts de reprise. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, comme Christina et Jillian le disaient, l'objectif, c'est d'écouter ce que disent les gens sur le terrain pour éviter les initiatives qui viennent d'en haut. Et les personnes qui ont de l'énergie et qui peuvent contribuer à la reprise, dans ce cas-là, il faut les mettre à contribution. C'est ce qu'on essaie de faire dans les forces armées et minimiser toutes les initiatives qui proviennent d'en haut. Pas se concentrer sur les grandes idées d'Ottawa, mais plutôt se tourner vers le terrain pour qu'ils nous disent ce qui lui paraît utile. C'est intéressant parce que vous savez, notre organisme travaille avec des gens de partout au Canada, dans des parties très différentes des soins de santé, et on a constaté cette variabilité aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'impatientent d'avancer et d'autres qui disent non, attendez, mettons la pédale douce, ce n'est pas le moment. Alors, c'est vraiment une question de souplesse, tout à fait. Justement, il y a une autre question dans la boîte de clavardage et je vais l'envoyer à Scott, que vous avez parlé de champ de pratique et des modèles de soins créatifs. On avait des défis en matière de ressources humaines en santé avant la pandémie. Alors, comment repenser les modèles de soins? Merci, Jennifer. Vous savez, je n'ai jamais pensé que je serais emballée par les ressources humaines en santé, mais je félicite Gail Tomlin, Ivy Burgeau, qui m'ont converti au concept de la planification axée sur les besoins. Ce n'est pas un nouveau concept. Il existe depuis des décennies. Et ça n'est pas facile à faire. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas toujours été déployé. Mais il faut s'écarter de ce concept d'un clinicien par habitant. C'est-à-dire qu'on a des ratios. Tout ça, vous avez autant d'habitants, il vous faut autant de cliniciens. Ça n'est plus le cas. Les besoins évoluent au fil du temps et ce modèle ne va plus. Alors que si vous avez un modèle appuyé sur les besoins, et d'ailleurs, je rejoins ce que Jillian et Christina ont dit, quels sont les programmes et les services qu'il faut déployer aujourd'hui, les impératifs, certainement certains services sont moins nécessaires et à quelle fréquence les faut-il et quelles sont les compétences cliniques pour les prodiguer. Et ensuite, regardons quelles sont les ressources les moins rares pour essayer de déplacer la charge de travail, par exemple, des personnes les plus rares, qu'il s'agisse des médecins spécialistes, des infirmières ou infirmiers spécialisés, quels que soient les cliniciens, les inhalothérapeutes, les physiothérapeutes, ergothérapeutes, est-ce qu'on utilise nos ressources humaines au meilleur escient possible et à moins de pouvoir dire aux gens maintenant, les gens qui envisagent de quitter ou ceux qui sont partis ou qui s'interrogent, qui se disent est-ce que j'ai envie de travailler dans ce domaine? Je pense que toutes ces personnes doivent être confiants que l'on cherche activement à trouver un équilibre entre les tâches que doivent exécuter les cliniciens
et les ressources humaines en santé qui sont déployées pour les réaliser. Je pense justement que cela rejoint la prochaine conversation, c'est-à-dire que il y a une question dans la boîte de clavardage à savoir, est-ce que c'est suffisant de se tourner vers la récupération ou la reprise, ou est-ce qu'il faut penser plutôt à des gestes collectifs pour repenser notre vie dans son ensemble pour tenir compte non seulement de ce qui se passe dans les dans les systèmes de soins de santé. Et Scott, je suis d'accord, vous évoquez des questions qui touchent l'ensemble du secteur des soins de santé, mais est-ce qu'on doit penser aussi à tout ce qui touche la société? Nous avons évoqué certaines de ces réalités pendant l'appel. Alors, qu'en pensez-vous? Comment peut-on penser très largement à ce travail collectif? Christina, vous êtes prête? Oui, j'ai beaucoup de réflexions. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de possibilités émergentes, entre autres concernant l'équité. Nous avons vraiment fait éclater au grand jour les inégalités dans le système. Vous savez, au début de la pandémie, bon, c'est la même chose que pour la santé populationnelle ou la promotion de la santé. On sait qu'il faut quelque chose de grave pour nous rappeler qu'il existe des inéquités en santé. Ça fait des années qu'on connaît les conséquences des inégalités en matière de santé pour la population. C'est inadmissible, on est tous d'accord que c'est inadmissible, et pourtant, ça n'est jamais une priorité, sur le plan politique du moins. Et ce sont mes opinions, n'est-ce pas? Opinions personnelles que je partage. Mais je me disais, c'est formidable. Enfin, on va s'attaquer à la question de l'équité. Et je vois déjà cet intérêt vaciller. Et je trouve ça très triste, car, à mon avis, ça va bien au-delà de la reprise. Il faut se poser la question, qu'avons-nous appris? Oui, on s'est beaucoup concentré sur les établissements de soins de longue durée, mais entre les établissements de soins de longue durée et l'équité, nous avons une occasion en or. Et je pense que ça peut être un carburant pour la récupération si c'est bien fait, mais pour accepter la complexité et la charge de travail devant nous, je pense que nous devons bien sortir de la pandémie. Et si on ne le fait pas, parce que nous sommes toujours notre pire ennemi. Vous savez, les gens qui participent à ce webinaire, par exemple, se passionnent pour les soins et la qualité. Et donc, nous n'avons pas le même niveau de patience que le commun des mortels. Il faut se rappeler qu'on ne doit pas avancer trop vite. Comme tout projet d'amélioration, il faut faire le travail préparatoire avant de s'attaquer aux initiatives. Et comme dirigeant, il y avait une autre question dans la boîte de clavardage sur le leadership. Comme dirigeant, nous créons le contexte dans lequel évolue le système. Et les dirigeants politiques et les dirigeants organisationnels, les gens comme Scott et Jillian, vont déterminer les attentes et la cadence. Alors, je crois qu'il faut simplement prendre un peu de recul et se rappeler que 3 ou 4 mois d'attente, ça n'est pas énorme. C'est une toute petite fenêtre de temps. Mais si on ne se l'accorde pas en raison de pression politique parce qu'il y a des élections à l'horizon ou parce qu'on veut rattraper le temps perdu ou l'augmentation des salaires et la reddition de comptes, est-ce qu'on peut changer ces choses dans ces moments singuliers de notre histoire? Alors, bon, je me suis un peu éternisée, mais je pense que les dirigeants ont une influence disproportionnée, nous le savons, et je pense qu'il est temps pour nous de vraiment songer à faire les choses convenablement à vaste échelle. Si nous ratons cette occasion de vraiment s'attaquer à l'équité, ce sera vraiment navrant. Tout à fait. Moi aussi, je partage votre sentiment. Jillian, si vous permettez, je suis tout à fait d'accord avec Christina concernant l'équité, mais l'équité dans toutes sortes de domaines. Vous savez, ce qui a été mis en exergue pendant la pandémie, c'est la différence entre les populations urbaines et rurales, entre les personnes qui ont accès
au numérique, ceux qui n'ont pas accès au numérique, et aussi l'accès à l'information. Presque tout était en ligne. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet. Je vous présente quelque chose de simple. Je vais dans une église à London. 15% des personnes que je rencontre à l'église n'ont pas l'Internet à domicile. Très difficile pour elles d'avoir accès à l'information. Nous, dans notre organisation, nous servons des personnes très précarisées qui vivent avec des problèmes de santé mentale complexes, des sans-abri, des personnes qui ont du mal à s'alimenter. Toutes les offres toutes les organisations qui offraient des repas gratuits, les soupes populaires, ont fermé pendant la première vague. Donc, ça a fait éclater au grand jour les disparités des déterminants sociaux de la santé. Mais l'autre chose qui est devenue très, très manifeste, en Ontario, on cherchait à aider dans les établissements de soins de longue durée et les efforts de vaccination, mais le personnel hospitalier et communautaire travaillaient ensemble dans ces cas et pourtant les salaires étaient très différents. Quand vous regardez quelqu'un qui travaille dans la communauté, quelqu'un qui travaille dans un hôpital, pensez à un infirmier ou une infirmière autorisée. Cette disparité est problématique quand vous cherchez à transformer ce système. Alors, ce dont nous avons parlé dans les discussions régionales, c'est la restauration, la transformation et la reprise qui doivent se conjuguer. Il faut restaurer, il faut récupérer, mais il faut aussi non pas seulement rebâtir comme on l'a toujours fait dans le passé, il faut faire les choses différemment. Alors, il y a cet élément qu'il ne faut pas perdre. Mais comment le faire? D'une manière réfléchie, sage, qui tient compte de l'ensemble des personnes qui travaillent pour nous et l'ensemble des personnes que nous servons, d'un point de vue d'équité. Alors, ce sera un défi pour les dirigeants, il n'y a pas de doute. Il y a certaines choses que je peux changer, mais il y a beaucoup de choses que je ne peux pas changer sans l'aval des dirigeants politiques et des responsables du ministère pour changer les politiques. Alors, comme Christina le disait, les établissements de soins de longue durée demeurent un point focal et j'espère qu'il s'agira de changer les établissements radicalement. Parce que si on a tout simplement plus d'inspecteurs pour respecter la conformité, pour veiller à ce qu'on respecte la conformité en établissement de soins de longue durée, on ne changera rien. Merci, Jillian. Je regarde l'horloge et je vois qu'il ne nous reste plus que quelques minutes. Alors, je vous demande quelques ultimes réflexions et Jillian, je vais rattacher votre dernière observation à une question antérieure reçue dans la boîte de clavardage. Si vous pensez à cette transformation que l'on espère, qu'est-ce qu'une pratique de leadership qui, à votre avis, doit être déployée? Bon, comme vous le disiez, Christina, il faut se donner le temps, mais tout de même, lorsqu'on aura le temps. Scott, je commence par vous. Oui, eh bien, voilà une question assez nébuleuse pour un tour d'horizon rapide. Alors, j'ai deux réflexions là-dessus. Une réflexion un peu plus philosophique, je commence par celle-là d'ailleurs, parce que ce que vous dites, c'est qu'il faut reconnaître que le système de santé est complexe et adaptatif, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux innovations de se produire et un peu lâcher la bride au contrôle. C'est-à-dire que comme dirigeant, je pense qu'on doit encourager l'innovation et je demeure optimiste, comme Jillian et Christina, que les établissements de soins de longue durée demeureront dans le viseur. Il y a un bon élan, alors comment ne pas le perdre? Et du côté très concret de notre point de vue, comment passer d'un système, un système de santé assez paternaliste à bien des égards, pour devenir un système davantage centré sur le patient et ensuite un système qui agit en partenariat avec le patient. Je pense que ça pourra relever le défi de l'équité en écoutant les parties prenantes, en
prenant acte de leurs besoins. Et j'espère que cela rejoint aussi le leadership compatissant, c'est-à-dire qu'il faut entendre chacune des parties prenantes pour comprendre leurs besoins et agir concrètement d'après cette information. Merci, Scott. Jillian, je pense qu'on vous a remis le flambeau. Merci. Deux choses seront importantes. Je pense que il faut voir l'avenir avec humilité comme dirigeant, humilité culturelle pour comprendre comment servir les populations diversifiées d'une manière sensible et pertinente et comment avoir un environnement de travail inclusif et comprendre à quoi cela ressemble. Donc l'humilité, à mon avis, c'est important. La deuxième chose, quand il faisait allusion, c'est diriger lorsqu'on est en période ambiguë. C'est-à-dire qu'il faut peut-être établir le quoi et le pourquoi, mais laisser les autres déterminer comment. Permettre aux troupes de déterminer le comment. Et l'autre chose concernant l'humilité, c'est ce que j'appellerais l'humilité du système. Ce qu'on a compris pendant la pandémie, c'est que si vous êtes dirigeant dans un centre hospitalier, mais que vous n'avez jamais travaillé en communauté, en soins de proximité ou en soins à domicile, vous ne comprenez pas ce dont il est question. Alors, il faut écouter ses partenaires. Il faut que le système fasse preuve d'humilité, comprendre ce qu'on ne connaît pas des autres secteurs et être des véritables partenaires modestes qui contribuent le meilleur d'eux-mêmes en permettant aux autres de faire pareil. Merci, Jillian. C'est vraiment très important. Christina, c'est vous qui allez boucler la boucle. Je suis tout à fait d'accord avec Scott et Jillian concernant ces enjeux, surtout concernant l'humilité, dans bien des domaines. C'est fondamental. Mais il faut également s'améliorer sur le plan de la cadence, du rythme de nos activités. Cette pression de réagir très rapidement est très élevée. Les attentes du public, les attentes des politiciens, les attentes, vous savez, elles sont élevées. Les attentes du personnel sont élevées. Et je pense que il faut moduler ces attentes pour qu'elles soient gérables. Et je ne dis pas qu'il faut mettre de côté nos aspirations, mais il ne s'agit pas simplement d'avoir des ressources financières. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour réaliser les projets qu'ils veulent réaliser, mais il y a d'autres ressources. Je vous ai parlé de l'énergie intellectuelle, sociale, tous ces autres éléments, ils doivent être pris en compte. Il faut pouvoir accepter, Jillian le disait, on doit accepter de dire non ou de dire il faudra plus de temps pour réaliser ce projet ou il faudra reporter un projet, mais ça ne signifie pas qu'on ne le fera pas. Et je pense que il y a beaucoup de possibilités d'amélioration, mais nous avons de gros enjeux à relever. D'abord, au sortir de la pandémie, se récupérer, mais aussi mieux traiter les populations autochtones dans le système. Et à mon avis, ça, ce sera à l'avant-plan de nos préoccupations. Et nous avons aussi la crise des opiacés, des opioïdes. Vous savez, en Colombie-Britannique, nous avons une véritable crise de ce côté. Nous avons beaucoup plus de décès associés aux surdoses d'opioïdes que même de personnes qui sont décédées de la COVID. Alors, nous avons tous ces défis qui se COVID. Et pour nous, comme dirigeants, il s'agit de conjuguer tous ces défis. Et bon, je n'ai pas de réponse. Je, je vais montrer, je vais faire preuve de modestie. Nous avons beaucoup à apprendre, mais je pense qu'il faut être prêt à le faire. Merci infiniment, Christina, et merci infiniment à l'ensemble des membres du panel. Si on était ensemble, je sais qu'on vous applaudirait chaleureusement. Merci infiniment pour les réflexions que vous avez partagées. Et vous savez, bon, beaucoup de gens ont été si durement touchés pendant la pandémie et on se doit à tous qui avons été touchés par cette pandémie d'agir de manière raisonnée, de vivre dans cet espace où tous apprennent et tous enseignent.
que l'on doit tous conjuguer nos efforts pour atteindre cette excellence en santé que l'on souhaite tous et dont on veut tous faire partie. Donc, merci infiniment. Et sur ce, je vais céder la parole à nos participants. Je vais leur demander de répondre très rapidement à 2 petites questions. Cela nous permet de vous donner des possibilités d'apprentissage et de partage qui sont utiles. Alors, j'espère que vous accepterez de répondre à ces 2 questions. Votre réaction nous est très précieuse. Merci infiniment et j'espère que vous aurez tous le temps de récupérer et de vous ressourcer. Merci.